Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors, la dernière fois on s'était arrêté sur un système de templating en Pug. Je vous ai montré qu'on pouvait faire du Pug. Alors moi je suis pas très à l'aise avec le Pug. J'ai un petit peu de mal, pour moi ça devient très... je trouve que ça devient assez vite confus. Donc je suis revenu sur le templating HTML, le templating de Go, tout ce qui est le plus classique. Donc après, vous pouvez utiliser le système de templating que vous voulez. Moi ici, je vais utiliser le HTML, mais vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser le Pug, le Ember, Handlebars, ce que vous voulez. Donc je suis revenu à ma structure, mon style CSS. Je vais le laisser, mais bon, là il sera pas servi non plus. Mais voilà. Je vais le laisser, c'est pas grave. J'ai toujours mon fichier index.html avec ici ma variable title. Et voilà, pour l'instant, je sers mon fichier comme ceci, comme on l'avait vu la dernière fois. Alors, pour passer des paramètres à une application, à un serveur, on a deux systèmes. On a les queries avec un système, alors je vais mettre ici un système d'adresse. Alors ici, on va mettre adresse.com / par exemple API, et on aura quelque chose comme ceci, je pense, si je me trompe pas, par exemple title égale, je sais pas, test. Et puis je pourrais avoir d'autres variables, ma variable 2 égale 1234, enfin voilà, on aurait ce genre de choses. C'est ce qu'on a aussi avec une méthode post. Donc alors, pour utiliser les queries ici, justement, on devrait utiliser une méthode post. Alors ici, la méthode post, elle serait disponible. On peut faire un app post, voilà. Et puis, on pourrait récupérer les données. Le problème, c'est qu'une fois ces données récupérées, on ne pourra pas les servir avec la méthode post. Donc ça, c'est un gros problème, parce qu'on a besoin d'afficher ces données une fois qu'on les a récupérées. Ici, on va vouloir récupérer le titre. On va faire un titre dynamique qu'on va réinjecter là-dedans. Mais le gros problème, c'est que oui, avec une méthode post, eh bien, la méthode post va récupérer les données, mais elle ne va pas servir de fichier. C'est la méthode get qui va permettre de servir des fichiers. Alors pour ceci, on a une méthode qui s'appelle any. Any, en fait, va rendre disponible tous les verbes HTML, toutes les méthodes possibles sur une route. Donc ici, on va prendre la route principale, et sur cette route principale, on va pouvoir, elle va prendre en compte les méthodes post, mais aussi les méthodes get. Donc on va pouvoir, dans un premier temps, récupérer les données qu'on va envoyer, et derrière, resservir un fichier via cette même route, avec une méthode get, cette fois-ci. Alors, comment on va faire ceci? Alors ici, on va vouloir récupérer une donnée. Alors, on va pas en avoir 36. Ici, on va en avoir qu'une. On va reprendre la donnée title. Donc déjà, on va la stocker dans une variable. Notre variable, on va l'appeler... on va appeler cette variable titre. Alors, titre, ce sera égal à ctx. On va utiliser notre contexte, puisque je vous rappelle que c'est ce contexte qui contient entre autres les requests et les responses. Donc ctx point, et on va appeler la méthode formValue. Alors formValue, on voit qu'elle renvoie une string et qu'elle prend en paramètre une string aussi. Donc tout ce qu'on va récupérer par formValue, ce sera des strings. Donc attention, si vous voulez passer des int, eh bien on va récupérer des strings. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ces int après faire un strf, par exemple un strconv a2i pour transformer cette string en entier. Donc là, il va vraiment falloir le parser. Donc ici, notre variable, on va l'appeler title, tout en minuscule. Donc ici, en fait, ce qu'il va faire, il va utiliser une méthode post pour récupérer les données qu'on va lui passer. Et dans ces données, il va aller chercher s'il y a une donnée title. Et cette donnée title, après, on va la réinjecter dans notre template. Donc ici, bien justement, on va la réinjecter. Donc à la place de la phrase qu'on avait mis ici, on va mettre juste titre. Voilà. Alors, je vais lancer ma console. Voilà. Hop. Et maintenant, donc voilà, si je lance, il se passe rien. Maintenant, si je fais point d'interrogation title égale test. Voilà. Donc j'ai bien test qui s'affiche.
Donc j'ai bien passé mes données via un système de queries. Et pareil, hein, j'aurais pu avoir beaucoup d'autres trucs. Donc ça, c'est notre première méthode. Alors cette méthode, elle est pas mal, mais elle reste quand même un peu limitée. Alors après, tout dépend ce qu'on veut faire. Mais ça permet d'avoir des données, voilà, on balance les données en vrac sur le serveur, et puis on l'a vu, la première fois je suis allé directement, j'ai rechargé, donc je suis allé directement sur l'adresse sans passer de données, j'ai pas eu d'erreur. Par contre, simplement, oui, dans ma variable, il y a rien. J'aurais pu mettre à l'intérieur un truc, un if-else, pour avoir une variable par défaut, hein, pour avoir un affichage par défaut. Mais ici, j'ai rien passé, donc il y avait rien qui s'inscrit. Je passe quelque chose, il y a quelque chose qui s'inscrit. Maintenant, on peut les passer les données sous la forme d'URL. Donc, on va pouvoir faire comme ça. Donc, hein, je mets adresse.com / ici, je mettrai mon titre, par exemple. Et puis, je pourrais avoir un autre slash avec, comme tout à l'heure, ma variable 2, et ici, en fait, à la place de titre et ma variable 2, j'aurai mes valeurs. J'aurais par exemple en titre test, ici ce serait un sous-titre, voilà. Donc c'est ce qu'on utilise sur des blogs, sur beaucoup de sites. On utilise ce système. Donc par exemple ici on a adresse.com avec ici par exemple on aura une page dédiée à mettons si c'est un site d'actu, on va avoir adresse.com people, et puis ça va être le nom de l'article. Si je vais ici j'ai la liste de tous les articles people, et puis là après j'ai la liste de j'ai l'article qui la page concernant cet article à cet endroit. Donc en fait tout simplement ici je passe au serveur quand je fais un truc comme ça, je demande au serveur de m'afficher l'article concernant cette catégorie-là. Et c'est lui qui va taper dans la base de données pour récupérer le texte, les images et compagnie. Donc cette méthode, déjà, elle permet d'avoir une structure bien définie, contrairement à ici où on peut passer les différentes valeurs dans l'ordre qu'on veut et on n'est même pas obligé de les mettre. Ici, si on met rien, on ne pourra pas rien mettre, puisque ce qui est à cet endroit-là, donc le premier élément après l'adresse, ça va être automatiquement la catégorie. Si je mets l'article, ça ne marchera pas puisque ce n'est pas un nom de catégorie valide. Donc il faut bien que chaque chose soit à sa place. Donc déjà ça permet de structurer, et surtout avec Iris, on va le voir, ça a un avantage énorme, c'est que ici, voilà, ici on a la totalité, je viens de vous montrer la totalité des possibilités qu'on a avec les queries, c'est-à-dire pas grand-chose. On récupère, on a une string, point. Après on en fait ce qu'on en veut, on la parse, voilà, mais c'est tout. Et vous allez voir que ici on a beaucoup plus de possibilités. Alors, on va voir ça tout de suite. Déjà, comment je vais... donc ici, plus besoin de any. Une simple méthode get suffira. Alors, comment je vais récupérer, moi, si je veux un truc du style adresse / titre, pour pouvoir renseigner cette variable-là. Je vais pouvoir ici spécifier, alors, entre accolades, je vais pouvoir spécifier un nom de route. Alors, je pourrais en avoir plusieurs, hein. Je pourrais avoir ici, par exemple, dans mon exemple de blog, je pourrais avoir catégorie. Et puis ici, par exemple, un truc qui s'appellerait article. Donc je peux avoir autant de variables que je veux. Donc ici, en fait, ça va être une variable, c'est une représentation de ce qui sera à cet endroit-là. Et on va faire pareil, on va récupérer donc titre. Titre, ce sera plus un ctx form value. On va utiliser une méthode qui s'appelle params. Alors, params, et on voit qu'elle prend rien ça renvoie juste un objet request params. Donc en fait cette méthode ne prend rien en paramètres, voilà. Donc là pour l'instant dans titre il y a avec ctx params, on a l'ensemble de tous les paramètres qu'on a passés à notre URL. Donc ici si j'en avais plusieurs, j'avais tout ça là-dedans. Donc une fois qu'on a tout là-dedans, on va aller chercher grâce à une méthode qui s'appelle get. Voilà, donc pareil, comme tout à l'heure, on a une clé et sous forme de string et on récupère une string. Et on va lui passer ici, on l'a appelé title. Donc là-dedans, j'ai une string et donc après, je vais la réinjecter dans mon template comme on l'a fait tout à l'heure. Alors on est parti. Hop, j'ai toujours mon firewall qui me... Voilà.
Donc, si je vais sur l'adresse de base, j'ai rien. Hein, il met not found. Et ici, je vais mettre salut. Voilà. Et ça s'affiche salut. Je peux mettre ce que je veux, ça marche. Voilà. Alors que vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau, mais c'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure. Là, je récupère un truc et puis voilà. Alors maintenant, imaginons ici, je veux un entier. Et puis cet entier, donc je vais appeler ça nombre, hein, voilà. Et ici, je veux le multiplier par 10. Je vais afficher le résultat de ce nombre que je vais passer ici, multiplié par 10. Alors déjà là, voilà. On voit qu'on ne peut pas convertir 10 en string, et puis il y a un gros souci. Donc tout à l'heure, ce qu'on aurait été obligé de faire, on avait on récupère une string, donc on était obligé de parser le truc avec un strconv. Donc quand je vous ai dit qu'on a beaucoup plus de possibilités ici, en voilà déjà une. Eh bien, je suis passé très vite là-dessus tout à l'heure, mais on voit qu'on a get. Mais on a aussi getBool, getDecoded, getEntry, et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Et on a getInt et getInt64. Alors attention, contrairement, alors get récupère une string. Par contre, ceux-là, donc vous avez float aussi, hein, par exemple, on voit que on récupère un float 64, un int 64, selon ce qu'on a demandé. Mais on récupère aussi une erreur. Donc ici, comme d'hab, on va là-bas y passer, mais il faut faire attention. Quand on passe de get à get quelque chose, dans get, on a juste un résultat. Ici, on a résultat et erreur. Donc certaines fois, quand on change son code, on oublie que on reçoit 2 paramètres au lieu d'un, ou l'inverse, quand on repasse à un get et qu'on vient d'un get spécifique, un get int ou un get float, on passe de 2 à 1 et on se retrouve avec un bug et on se demande pourquoi. Donc ici, je vais pouvoir faire getInt. Alors il s'appellera plus title, hein, puisqu'il ne le trouvera pas. On va appeler ça entier. Voilà. Et donc ici, bah oui, il met une erreur parce que c'est ce que je viens de vous dire. Hop, il faut gérer l'erreur. Voilà. Donc maintenant, si je relance mon serveur, hop là. Voilà, donc là j'ai 0. Alors on voit qu'en plus, hein, il n'y a pas d'erreur, je vois pas d'erreur dans ma console. Alors ce qui ne facilite pas le débugage, je vous l'accorde. Ça c'est un point un peu emmerdant sur Iris, c'est que voilà, il n'affiche pas d'erreur, il plante pas. Donc on ne sait pas où ça coince. Par contre, on voit que oui, par défaut, comme il veut un int, hein, il nous fait pas une crise de nerfs. Simplement, c'est pas un int, donc il met 0. Il sait pas quoi mettre, alors il met 0 à la place. Par contre, si je mets 5, voilà, j'ai bien 50. Donc, on a bien récupéré ma donnée et on l'a multipliée par 10. Et sans rien parser du tout. Donc ça, déjà, c'est plutôt cool. Hein. On a vu qu'il y avait, il y a un booléen, il y a des floats, on peut récupérer comme ça pas mal de choses. Alors, comme on vient de le voir, au début, quand j'avais lancé, j'avais encore ici ma route /test et il m'avait mis 0. Donc, il a quand même récupéré. Il a vu que ça n'était pas un int et il m'a quand même affiché ma page avec marqué 0 à la place. Maintenant, qu'en est-il si je ne veux pas afficher la page tant que ce n'est pas un entier valide? Donc ici, moi, je veux pas qu'il m'affiche 0 parce que 0, c'est pas le résultat de ce que j'ai passé x10. Donc je veux pas qu'il y ait d'erreur possible. Je veux qu'il n'affiche rien. Je veux en fait avoir une erreur 404. Bien, je peux le spécifier ici. Donc juste à mon code, ici, je vais rajouter int, 2.int. Donc je vais spécifier, alors ça marche pour tous les types. Hein. Donc je vais spécifier ici que mon entier sera de type int. Je vais enregistrer pour éviter d'avoir des petits soucis. Voilà. Alors, Firewall, théoriquement, oui. Ça, on va être embêté jusqu'à la fin avec. Voilà. Donc, G5, ça marche bien. G6, ça marche bien. Et là où j'avais test tout à l'heure, eh bien, ce coup-ci, j'ai not found. Donc, ce coup-ci, il n'a pas trouvé ma page. Alors que tout à l'heure, il me mettait 0. Pourquoi? Parce que je lui ai spécifié que
mon entier, ici ma route, qui s'appellera entier. Donc le paramètre que je vais passer en route, c'est n'importe quoi, n'importe quelle valeur, dès l'instant où c'est un entier. Donc comme on voit, ça permet d'aller déjà assez loin. Donc là, je vous avais pas menti, on a quand même pas mal de possibilités jusqu'à présent là-dessus. Alors maintenant, on va pouvoir encore affiner les choses avec un système encore intégré à Iris. Alors, je vais couper mon serveur. Alors ici, admettons que maintenant, je veuille rentrer un ID. Alors un ID. Alors ici, je vais appeler ça ID get tout court. Donc là, je vais pouvoir enlever ma gestion d'erreur et je vais appeler ça ID. Voilà. Et puis ici, pareil, je vais injecter mon ID là-dedans. Alors, je veux rentrer un ID. Par contre, pour vérifier la validité de mon ID, mon ID, ça va être quelque chose qui va être composé d'un chiffre et d'une lettre. Donc déjà, ça va être un type string, puisqu'il mélange caractères alphabétiques et numériques. Donc voilà, je veux une chaîne de caractères. Là, je pourrais pas utiliser un entier. Donc pas la peine de spécifier que c'est une string ici, puisque tout est string. Un entier peut être aussi considéré comme un type string. Mais par contre, j'aimerais que on puisse pas mettre n'importe quoi. Parce que si, voilà, dès l'instant où j'accepte une string, je peux mettre vraiment n'importe quoi. Alors, ce que je voudrais, c'est pouvoir vérifier la validité, en fait, de mon ID. Pas pouvoir taper n'importe quoi. Pour ceci, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Eh bien, on pourrait utiliser des regexp. Alors donc en fait, ça fait que il faut que je vérifie à l'intérieur de mon code avec une regexp ID pour voir s'il correspond bien à un type. Et dans ce cas-là, renvoyer une erreur, chose qu'on n'a pas vue, mais on s'en occupera plus tard. Mais renvoyer telle ou telle vue selon le résultat de la regexp. Alors pour ceci, Iris nous a aussi simplifié la chose. On a quelque chose qu'on appelle une macro. Alors on va utiliser cette macro. Donc en fait cette macro c'est une fonction. C'est une fonction qui va traiter notre URL avant de l'envoyer au contexte lui-même. Donc ici, on a dit qu'on voulait quelque chose situé entre 0 et 9. Et on va dire qu'on va utiliser une lettre capitale. Donc on va aller de A à Z. Voilà. Donc notre ID, ce sera un chiffre entre 0 et 9 et suivi d'une lettre entre A et Z. Alors, comme on est dans une URL, comme on est à l'intérieur d'une string, vous vous dites ici, bah ouais, j'aurais pu mettre, par exemple, /d, ou l'échapper pour la faire échapper le caractère suivant, donc l'anti-slash. Donc là, ça ne marchera pas. Alors le problème de cette regexp, c'est que du coup, c'est assez limité, il faut jongler un petit peu. C'est vrai que déjà les regexp, c'est pas toujours très simple, mais voilà, là je pourrais pas mettre anti-slash d ou essayer de l'échapper, ça ne fonctionnera pas parce que à la base c'est quand même une string qui est parsée. Donc il y a des problèmes inhérents à ce type string. Donc il y a des choses qui ne sont pas possibles. Il y a des raccourcis qui ne sont pas possibles. Donc il faut tester plusieurs variantes pour être sûr pour arriver à trouver la bonne. C'est pas super simple quoi. Disons que ça va permettre de faire des tests relativement simples. Ici c'est ce qu'on va faire. Donc allons-y. On va tester ça. Ok. Voilà. Donc là si je mets test, not found. Ne trouve pas ma page. Si je mets 12, trouve pas. Si je mets 1A, par exemple, voilà. Là, il s'affiche. Parce que il respecte l'expression régulière que je lui ai passée. Si je fais 1A, eh bien, ça ne marche pas puisque il veut des capitales de A à Z. Donc, par contre, 0x, c'est quelque chose de valable. Voilà. Donc, on peut utiliser une regexp comme macro.
Donc on le voit, bon la regexp c'est bien, mais on pourrait avoir besoin de traitements particuliers. On pourrait se dire, bah tiens, comme cette regexp ça marche, enfin c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut pas mettre tout ce qu'on veut, je pourrais avoir faire ma propre macro qui vérifierait la regexp à l'intérieur. Et donc là on utiliserait directement le système de regexp intégré dans Go, ce qui serait beaucoup plus souple d'utilisation. Mais pour ça, il faudrait pouvoir faire ses propres macros. Et bien sûr, Iris a pensé à ça. Parce que avoir une macro regexp comme ça, c'est bien. Alors honnêtement, je sais pas s'il y a d'autres macros. Celle-là a été donnée en exemple. Je sais pas s'il y en a d'autres. Celle-là, c'est une des finalement des plus utiles pour vérifier une URL. Et après, on va pouvoir construire les nôtres. Et c'est justement ce qu'on va voir ici. Bon, on va garder ID, sachant que ID sera, on a dit on voudra un entier. Et on voudra que cet entier, voilà, on va mettre int, on voudra que cet entier soit vérifié par une fonction qui s'appelle isPair. Voilà, isPair. Et en fait, ne seront affichées que les pages qui seront paires. Alors, on avait dit qu'on prendrait un entier, donc je vais faire getInt. Voilà, et puis on fera comme tout à l'heure, on le multipliera par 10 pour bien montrer que c'est un entier et puis qu'on a pu le traiter en tant que tel. Donc maintenant, je voudrais une macro qui me laisse passer uniquement les routes qui seront désignées par un entier et qui seront divisibles par 2, qui seront paires. Alors, bien faire attention, quand vous faites une macro, à la faire avant de l'utiliser. Parce que sinon, vous allez batailler un moment et ça ne marchera jamais. Donc, on va déclarer notre macro isPair dans notre code, et après, on pourra l'utiliser. Alors, déclarer une macro, c'est pas super compliqué, mais c'est pas aussi simple que le reste. Faut juste respecter des choses très précises, et après, ça roule tout seul. Alors, une macro, déjà, ça se crée en utilisant, donc on va prendre notre application. On va invoquer la méthode macro, qui, comme on le voit, ne prend aucun paramètre, elle renvoie juste un objet. Sur cet objet, on va aller chercher, on voit qu'on a plusieurs types. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les types int. Donc en fait, on peut accrocher des macros sur différents types. Ici, on veut que ça ne concerne que les int. Si on veut que ça concerne toutes les URL, on va utiliser string, puisque par défaut, c'est des strings. Enfin, string, c'est le type par défaut. Si par contre, ici, ID est spécifié à un int, si on accroche quelque chose, une macro sur un type string, ID ne sera pas concerné. Donc ici, on veut concerner les int. Donc ensuite, il ne reste plus que deux choix. On a soit un evaluator, donc ça, on s'en fout. Et on a registerfunc. Alors, registerfunc, qu'est-ce que ça fait ? Ça prend un nom de fonction et ça prend une fonction qui sera ça prend une interface. Donc cette interface là, on ne pourra pas pouvoir y mettre n'importe quoi. Alors on va voir ça, registerfunc. Donc c'est ce qui va nous permettre de créer notre macro. Voilà. Donc on va enregistrer une fonction, une nouvelle fonction qui ne concernera que les int. Alors cette fonction, on va lui donner le nom. Donc ici, on l'avait appelé isPair. Voilà. On fait bien attention d'avoir le même nom pour pas avoir de soucis. Et on nous a dit qu'il fallait une fonction qui est une interface. Mais cette interface, elle se conçoit comment ? Donc on va faire, je vais pas passer par le truc. Voilà. Donc ici, on va faire notre fonction. Notre fonction, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre ? Ici, rien. On a vu que la regexp, tout à l'heure, c'était donc une macro qui prenait des paramètres. Ici, je pourrais en mettre, mais là, il n'y a pas besoin d'avoir de paramètres particuliers. Sachant que l'ID, on va le voir, l'ID est automatiquement récupéré. Donc, on n'a pas besoin de le passer en paramètres. Ici, on va pas passer isPair de ID. Donc, cette méthode sert à évaluer notre variable en quelque sorte. Donc elle concerne ceci. Elle va l'évaluer. Donc par défaut, ceci sera disponible dans la fonction. Donc on n'a pas besoin de le passer en paramètre. Donc vraiment, ce qu'on va passer en paramètre, ça va être ce qu'on va ajouter. Donc par exemple, si je voulais, à la place de savoir si ma route est paire, je voulais utiliser que des nombres divisibles par quelque chose,
et que je puisse choisir ce quelque chose. Donc si est divisible par, donc je pourrais passer en paramètre après le diviseur en fait. Je pourrais vérifier si en passant 5, si cette route-là est bien divisible par 5 et ainsi de suite. Donc là voilà, on lui passe pas de paramètres. Par contre, elle aura un retour et ce retour c'est toujours la même. Donc c'est pour ça qu'il y avait marqué fonction interface, c'est que la fonction elle peut avoir la forme qu'elle veut, elle peut prendre le nombre de paramètres qu'elle veut, mais par contre son retour doit être toujours le même. Alors ce retour, ça va être une autre fonction, puisqu'on l'avait vu dans un tuto précédent, il y a un moment, qu'on peut utiliser des fonctions en tant que paramètres et en tant que retour. Donc ça va être une fonction qui prendra en paramètre une string et qui renverra un booléen. Donc on va renvoyer toujours cette chose-là. Une fonction qui prendra en paramètre une string et qui renverra un booléen. Tout le temps, quel que soit le type, que ce soit un int, que ce soit ce que vous voulez, ce sera toujours comme ça. Alors, donc maintenant, on va créer le corps de notre fonction. Donc ici, on n'a rien à traiter avant le retour. Donc on va retourner directement notre fonction. Return, donc la fonction. Donc cette fonction, elle prendra en paramètre une string. Qu'est-ce que c'est que cette string? Eh bien, c'est... alors ici, moi je vais l'appeler param_value, ça reste une variable, vous l'appelez comme vous voulez. Donc en fait, ça va être ceci, ça va être le paramètre qu'on va lui passer ici. Donc là, le retour, ça va être vraiment la mécanique, ça va être la mécanique de traitement. Donc là, notre paramètre, c'est celui-ci. C'est là qu'on va le récupérer. Et ce sera toujours... Alors, comme les queries, ce sera toujours une string. Même si on est sur un type int, ici, ce sera toujours une string, que ce soit pour un booléen, que ce soit n'importe quoi. Donc là, du coup, il va falloir faire une conversion. Il va falloir parser notre string pour en faire un entier, pour savoir s'il est divisible par 2. Enfin, si on peut faire une division entière par 2. Et donc, on va renvoyer un booléen. Donc c'est pareil, ce sera toujours un booléen. Vous pouvez pas renvoyer une donnée ou quoi que ce soit. Ça sert juste à évaluer. Si oui ou non, vrai ou faux. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois faire des évaluations avec ces macros. Et si l'évaluation est vraie, eh bien la route sera envoyée, elle sera traitée. Sinon, erreur 404. Les macros, elles fonctionnent comme ça. Elles ne sont pas là pour renvoyer des données ou quoi que ce soit. En fait, c'est un outil de validation, une macro. À la fin de cette validation, c'est oui ou non. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est vrai ou faux. Il a passé le test ou il n'a pas passé. Donc, pour en revenir, voilà, on va récupérer. Donc, on va ici prendre notre paramètre. On va l'évaluer. Donc, ici, on va faire l'évaluation qu'on veut. Et après, on va retourner le résultat de cette évaluation sous forme d'un booléen. Donc ben là, cette évaluation, elle va être assez simple. Alors je vais appeler ça eval. Je vais mettre... Il y aura une erreur que je vais bypasser. Ici, je vais faire un strconv.a to i pour transformer notre string. Donc ici, notre string param_value. Je vais la transformer en entier. Je vais récupérer ceci dans eval. Et ce que je vais faire, je vais retourner tout simplement le résultat de eval modulo, si je le trouve, modulo 2 égale 0. Donc le modulo, c'est le reste d'une division entière. Donc ici, je vais diviser par 2. Si, par exemple, si je passe 3 divisé par 2, donc le reste de ma division, ce sera 1. Donc ici, est-ce que eval modulo 2 est égal à 0? Non, il est égal à 1, donc ça me retournera faux. Et inversement, avec 4, il me restera 0, donc ici l'expression sera vraie, ça me retournera true. Voilà, tout simplement. Donc ça y est, notre macro elle est faite. Alors, bien se rappeler que tout simplement, voilà, donc la macro on va l'attacher à un type déjà, mais que quel que soit ce type, on utilisera toujours une string. Donc il faudra déjà la parser si besoin. Et en fait, la macro, c'est en fait une fonction qui renvoie une autre fonction. Et cette autre fonction, la fonction renvoyée ici, la fonction qui est retournée, c'est donc c'est toujours la même. Et c'est elle qui va faire le traitement, qui va faire l'évaluation de ce paramètre. Donc après, on ne modifie en rien le paramètre, le paramètre, il n'est pas modifié, il est juste évalué. S'il passe l'évaluation, et bien après, il est traité. Donc ici, voilà, je le prends, je le multiplie par 10, voilà.
Mais ici, je ne pourrais pas le multiplier par 10 et puis l'injecter directement dans la vue. Ce n'est pas du tout le principe des macros. La macro, elle est là pour faire une évaluation. Et elle renvoie toujours un booléen. Donc ça discute, c'est bien beau, mais voyons maintenant le résultat. Alors, hop, je vais aller ici. Ici, je mets n'importe quoi. Not found. Normal, il veut un entier. Je mets un entier impair. Not found. Et je mets un entier pair. Hop, il le trouve. Donc là, ça fonctionne bien. Impair. Hop. Pair. Donc c'est vrai que le système est un petit peu pas compliqué, mais voilà, il faut, il est pas intuitif. Donc il faut retourner la fonction qui va faire le travail, mais en même temps, ça nous permet aussi, voilà, d'avoir, on pourrait avoir différents cas, hein, avoir une sorte de switch. Enfin, on peut faire un pré-traitement avant la fonction de retour. Par exemple, avoir plusieurs fonctions de retour et choisir celle qu'on a envie. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est englobé dans une fonction. Dans une première fonction, pour avoir plus de souplesse, pour pouvoir justement gérer dans une seule macro, gérer différentes mécaniques. Voilà. Puisqu'on retourne finalement la mécanique d'évaluation. Donc on pourrait très bien ici utiliser cette fonction pour gérer différentes mécaniques d'évaluation qu'on appellerait via un paramètre. Donc ça nous permettra vraiment d'avoir des choses beaucoup plus fines, d'avoir des traitements beaucoup plus personnalisés et justement d'avoir des routes beaucoup plus strictes. Alors juste, on va parce que depuis le début on voit not found. Je vais en profiter pour le faire vite fait ici et puis on se quittera là-dessus. Donc j'ai app get tout ça. Donc ce que je vais vouloir faire, je vais le mettre au-dessus. Tiens. Hop. On a vu qu'on a not found depuis le début et nous on aimerait bien avoir donc on va utiliser une erreur not found, ça va être pour l'erreur 404. Donc on va utiliser justement, on aimerait bien avoir une personnalisation de cette erreur 404 plutôt qu'une page blanche avec un petit not found au-dessus. Alors pour ceci, on va utiliser la méthode onErrorCode. Il y a onAnyErrorCode, donc là c'est pour tous les types d'erreurs. Donc on pourrait utiliser celle-là. Je vais vous montrer celle-ci, onErrorCode. Celle-ci sera générique, donc dans ce cas-là, vous n'avez pas à spécifier un type d'erreur. Ça va être pour toutes les erreurs. Les 500, les 400, donc 404, 402, je crois. Enfin tout ce qui n'est pas 200 sera les 400, les 500, ce sera considéré comme une seule et même erreur. Donc dans ce cas-là, on n'afficherait pas une page erreur 404, on afficherait une page erreur, point, sans la spécifier. Donc vous pouvez l'utiliser, hein, elle sera juste plus courte que celle-ci. Donc simplement ici, on voit que on a une fonction qui prend juste un truc de type context handler. Et ici, on a la même chose, plus le status code qui est un int. Donc, on va utiliser ça. Alors, ce status code, en fait, c'est quelque chose qui est dans Iris. Alors, je pense qu'en mettant 404, ça devrait fonctionner aussi, hein, puisqu'il prend un int. Mais il existe des variables propres à Iris qui ont été créées pour ça. Et c'est Iris. Et on voit status accepté de bad request, voilà, on a tout ça. Et nous ici, ce qui nous intéresse, ça va être le statut not found. Donc c'est le 404. Donc tout ce qui est status not found, sera géré par cette route en fait. Ça se construit comme une route. Donc on a vu le handler là qu'on a vu, en fait c'est ni plus ni moins que ça. Donc au lieu d'avoir une route app get, ça va se construire pareil. On aura onErrorCode à la place de une string pour une route.
il va utiliser donc un entier, alors ici symbolisé par cette variable, enfin cette constante propre à Iris. Et derrière, comme c'est une route, hein, on aura notre fonction, toujours pareil, avec notre contexte, qui sera de type Iris contexte. Et donc là, vous voyez où je veux en venir. Comme c'est une route, elle s'utilise exactement comme une autre route. Donc je pourrais faire ça, machin, tout ça. Ici, je vais juste faire un CTX. Je vais envoyer de l'HTML dedans. Je vais mettre un H1. Et puis, je vais appeler ça 404. Voilà, tout simplement. Donc bien sûr, j'aurais pu faire tout ce que je fais avec mon contexte habituellement, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir dans mon dossier file, avoir un fichier qui sera mon fichier 404 que je vais servir via cette route-là. C'est ni plus ni moins qu'une route en fait, hein. Et c'est une route qui est appelée de manière particulière, au lieu d'être appelée comme ça, ou de manière dynamique, ou de manière statique. Cette route, elle sera appelée dès l'instant où on a not found. Quand il y a une erreur not found, eh bien, c'est ceci qui sera appelé. Donc maintenant, si je relance mon serveur et que je recommence ce que j'ai fait tout à l'heure, hop, je vais, voilà, là-dessus. Donc là, j'ai toujours mon truc qui est pair. Voilà, c'est pair. Et maintenant, si je me mets sur un nombre impair, voilà, j'ai 404. Donc j'ai bien ce que j'ai spécifié ici. Donc comme on vient de le voir, on a possibilité de gérer de manière très fine nos routes et les paramètres que l'on va passer au serveur. Donc autant avec avec les queries, avec les form values, on prend les strings bruts et puis on va les traiter, voilà, on va les traiter comme on peut. Autant pour ce qui est des passer des paramètres via les routes, via les URL, là on a énormément de possibilités. Et on peut gérer des types, on peut récupérer directement sans être obligé de faire une conversion à la main, lui il la fera pour nous. Donc on peut récupérer directement des int, des floats, des booléens, donc on n'est pas obligé de travailler qu'avec des strings. Et on peut créer nos propres macros pour pousser plus loin l'évaluation de strings. Donc on va pouvoir limiter les accès aux routes à vraiment tout ce qu'on veut, quoi. On sera libre d'évaluer exactement tout ce qu'on veut, que ce soit des regex, que ce soit comme ici on l'a vu des calculs mathématiques. On pourra vraiment affiner au maximum les routes et donc toutes celles qui ne seront pas évaluées partiront directement en erreur. Et du coup, on en a profité aussi pour voir un petit peu comment fonctionnaient les erreurs. Donc, eh bien, voilà ce qu'il y avait à voir pour le passage de paramètres. Eh bien, moi, je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre sur Iris. Salut!